Vie des partis politiques à l'approche des joutes électorales, l'UPR suspend les adhésions en provenance du BR. Ce sera le premier sujet à débattre sur ce plateau avec Oumar Adeyandjou et Marc Goudianou. Bonjour Oumar. Bonjour Carole Laye, bonjour Marco Goudianou. Bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora également qui nous suivent. Quand je dis Marco, vous souriez. Oui, parce que c'est le style italien ou espagnol de mon prénom. Donc, vous aimez bien ça. Bon, souvent, la plupart de mes amis les plus proches m'appellent souvent Marco. Voilà. Donc c'est pas inédit. Ça se justifie. Bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour Marco. Bonjour Carole. On a adopté Marco désormais. C'est parti pour le premier sujet, vie des partis politiques à l'approche des joutes électorales. L'UPR suspend les adhésions en provenance du BR. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle décision? Avant d'en arriver à la question, je vais vous dire d'abord, moi, le fond de ma pensée, quand j'observais tout ce qui se passait en ce moment au niveau de la mouvance présidentielle. Je crois qu'il y a Jack Ayadji qui était sorti entre-temps pour crier que voilà, il y a Edmond Agua qui prend mes militants, c'est du n'importe quoi, lui n'est pas d'accord. Et moi, je regardais tout ça avec tout le lot de comment on appelle, d'élus qui à chaque fois démissionnaient pour aller donc au niveau du bloc républicain. Je souriais. Je dis, mais ces gens-là, finalement, c'est quoi leur idée? C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'ils comprennent ce pourquoi ils sont tous ensemble? Est-ce qu'ils comprennent la vision pour laquelle ils sont ensemble? Je me posais plein de questions. Parce que ça sera finalement le premier argument que leurs détracteurs vont utiliser. Regardez ces gars-là, ils n'ont aucune cohérence. Ils se crêpent le chignon entre eux, ils se bouffent le nez entre eux tous les jours. Et ça, on dit ça aux populations, mais ça suffit largement pour vous discréditer. Et moi, à mon avis, ne serait-ce que pour la mouvance présidentielle, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne chose que les responsables de l'UPR sont en train donc, de prendre. Ça, c'est une première grille d'analyse. La seconde grille d'analyse que j'ai, c'est par rapport justement à ce que nous voulons corriger dans le pays, la transhumance politique. Mais c'est malheureux que vous alliez devant la population avec une bannière, avec un drapeau, avec un costume, avec une vision qui vient d'un parti politique et vous leur dites, voilà ce pourquoi vous devez m'élire, voilà ce que nous pensons dans tel ou tel parti. Et en bout de chemin comme ça, vous changez complètement de couleur, vous décidez que... Mais ça, c'est se moquer, c'est une injure qui est faite à la population, ça c'est la première des choses. On se moque des populations. Et c'est là où tout ce que je dis régulièrement sur ce plateau-là a du sens. Je parle souvent de l'opinion, la maturité de l'opinion. J'ai l'impression que nos politiques, sachant que l'opinion n'est pas suffisamment mature chez nous, on joue avec les gens. On se moque de la population. On peut changer de camp comme on veut. Et c'est cela qu'on veut corriger à travers justement les nouveaux tests que nous avons adoptés dans le pays. En tout cas, que la mouvance présidentielle a permis donc d'avoir aujourd'hui dans le pays, qui sont contestés à bien des égards également sur certains points. Ça, on va pas revenir dessus. Mais ne serait-ce que sur le plan de la transhumance, s'il n'y a pas de telles mesures, par exemple, de telles directives que sortent les gens de l'UPR, c'est comme si on n'avait rien compris de tout ce que nous-mêmes, nous avons voulu mettre en place, corriger toutes ces dérives-là. Ça veut dire qu'on ne veut pas comprendre. Sinon, comment accepter que, c'est-à-dire un élu qui est élu sous une couleur, décide comme ça, du jour au lendemain, d'abandonner donc cette couleur-là. Est-ce que c'est seulement sa personne qui a permis donc d'avoir ce mandat-là qu'il a eu de la population? C'est peut-être parce que aussi le parti, c'est là où ils doivent aussi penser, c'est-à-dire le législateur, penser également à comment est-ce qu'on fait pour endiguer vraiment ce mal. Parce que c'est un mal, c'est de la trahison. C'est de la déloyauté, c'est de la félonie que de dire, voilà, moi je suis avec vous. Et puis, dès que je vois qu'il y a des vents contraires, il y a c'est-à-dire les choses ne vont pas très bien pour moi dans ce parti, je n'ai pas suffisamment de retour sur le plan financier. Parce que ça aussi, ça compte. C'est ce qui les pousse aussi. Vous voyez, on les corrompt par des sous, venez chez nous, c'est chez nous qu'il faut partir, ainsi de suite. Et comme ça, on vient finalement, on trahit finalement donc sa formation politique. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est là où le législateur doit penser également. On fait quoi pour corriger le tir à ce niveau? Parce qu'on veut abandonner les mauvaises pratiques, mais les mauvaises pratiques ont la peau dure. Voilà encore les conséquences. Et donc que l'UPR, pour moi, Carole, parce que c'est votre question, que l'UPR prenne une telle décision, moi j'en suis ravi. Ça veut dire que finalement, ces politiques-là ne nous prennent plus pour des cons. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas con. Et je sais que les populations également ne sont pas connes. Je vais vous expliquer pourquoi, Carole. Pourquoi? Vous savez, dans nos langues, souvent, quand on veut se moquer de quelqu'un, deux personnes qui sont en train de manigancer quelque chose, on dit politique mytho, des mythos. Donc, le mot politique, même finalement, dans nos langues, a une mauvaise connotation. Tout simplement parce que les personnes qui sont censées faire de la politique ne la font pas de la bonne manière. Voilà. Alors que quand vous allez dans d'autres cieux, quand on vous dit, nous, on va mettre une politique en place, mais regardez le sens qu'on donne à la chose. Alors que chez nous, quand on dit politique mytho, donc vous voyez, c'est ça aussi les conséquences de ce que nous faisons. Il faudrait que chacun prenne conscience de ce qu'il est dans la République. Vous êtes politique, sachez que je suis politique, je suis un exemple. Je suis très suivi par la population. Ma voix compte, ce que je dis est important. Mais vous vous levez du jour au lendemain comme ça, aujourd'hui, vous changez, c'est vous qui allez de gauche à droite, vous devenez des politiques ventilateurs, comme disait l'autre. Voilà. Bon, je suis désolé d'avoir pris tout le temps, excusez-moi. Marc Goudianou. Je pense que c'est un sujet qui mérite beaucoup de réflexion, surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Parce que en réalité, il n'y a pas grande chose normalement qui met en mal la solidité des grands ensembles de la mouvance présidentielle que le BR et l'UP, le Renouveau. Mais depuis un certain temps, on a pu constater que si le militant ou le leader ne quitte pas le BR pour le PR, c'est que c'est l'inverse. Et mis à part cela, c'est vrai qu'il y en a qui quittent également, mais qui vont vers d'autres partis. On a vu les alliances qui ont eu lieu ces derniers jours, que ce soit de la mouvance présidentielle vers l'opposition, que ce soit d'un autre parti de la mouvance, tel que Oumar l'a souligné tout à l'heure, par exemple le parti de Jacques Ayadi, par exemple, Moël Bénet, où il y a des militants qui ont rejoint quand même l'autre côté de la mouvance présidentielle. Et ça pose réellement un véritable problème en ce qui concerne la gestion, la cohésion au sein des grands partis de la mouvance présidentielle, parce que on ne peut pas comprendre que vous, en tout cas, vous faites tous partie d'une même famille, d'accord, présidentielle. Ça veut dire que vous défendez normalement la même cause. Et donc, on ne comprend pas par quelle alchimie il se fait que certains militants ou certains leaders, par exemple, décident de quitter, en réalité, je dirais, un autre parti qui est de la même famille pour l'autre parti qui est également de la même famille présidentielle. Et donc, le premier problème que moi je peux souligner là, c'est déjà à la création des partis, il y a un petit problème qui se pose. Et je l'ai souligné souvent lors de mes sorties pour dire que c'est vrai que dans les tests, on peut lire les idéologies des partis. Mais dans le fond, ce n'est pas respecté par les militants ni par les leaders politiques également. Parce que si c'était respecté, c'est qu'on n'assisterait pas, par exemple, à ces mutations qui vont dans tous les sens. Sinon, c'est une conviction et une idéologie qui vous a amené vers le parti. Il peut arriver, c'est vrai, qu'au fil du temps, vous constatez que le parti ne respecte plus un certain nombre de décisions ou un certain nombre de tests ou d'articles liés, par exemple, au fonctionnement du parti, et vous pouvez décider, par exemple, de quitter ce parti. Mais lorsque vous le quittez et que vous rejoignez encore un autre parti, peut-être qui partage presque les mêmes idéologies ou qui fait partie de la même famille politique, ça pose problème. Donc, déjà au niveau de l'idéologie des partis, il faut qu'on revienne à cela. Parce qu'on a constaté que la plupart des leaders qui quittent un parti de la mouvance présidentielle vers un autre parti de la mouvance présidentielle, par exemple, c'est souvent des leaders qui essaient de faire ce repositionnement compte tenu de leurs intérêts. Et également, pourquoi? Parce que généralement, au niveau des militants, c'est vrai qu'on vote pour les partis. Mais n'oubliez pas, dans certaines circonscriptions électorales, parfois, c'est les hommes d'abord. Ce qui fait que, par exemple, si tu vas positionner... Oui, c'est ça. Voilà, parce que si tu vas positionner quelqu'un qui n'a pas assez d'assises, par exemple, assez de base, par exemple, dans une zone donnée, c'est sûr que le parti fera échec. Donc, en réalité, les leaders politiques également comptent dans le calcul politique.
Et quand c'est ainsi, et que ce n'est pas forcément, c'est vrai que le leader politique doit faire son travail, mais en faisant le travail, c'est qu'il doit défendre une idéologie qui va amener les militants à adhérer à sa cause. Mais lorsqu'il ne le fait pas ainsi, et que c'est lui le chef suprême, et que c'est lui qui doit décider dans la zone, dans la circonscription électorale, compte tenu des moyens financiers qu'il a, d'accord? Là, ça pose un véritable problème parce que là, les militants ne le suivent plus pour des idéologies, mais ils sont en train de le suivre à cause de la manne financière qu'il a, de son poids financier. Et donc, souvent, c'est ce qu'on observe généralement dans nos zones, c'est-à-dire en Afrique généralement et plus particulièrement au Bénin. C'est le pouvoir de l'argent qui achète la plupart des militants et non le pouvoir d'idées. Et donc, ça amène à ce que généralement, tous ces leaders politiques qui se sentent confortés dans leur position pour se dire que lorsqu'il s'agira, par exemple, des guerres de positionnement, parce que vous voyez la période dans laquelle ça s'est multiplié, c'est-à-dire les défections d'une part et les ralliements de l'autre côté, c'est parce que nous sommes à l'approche d'une échéance qui est très déterminante. Et donc, ces leaders politiques, déjà, ont commencé par peut-être essayer de négocier leur positionnement au sein des partis. Ou bien, par rapport aux dernières élections, ils se sont sentis lésés au niveau des positionnements. Et à ce niveau, ils ont vu que, bon, si je restais, je risque d'assister au même schéma. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je peux déjà avoir beaucoup plus d'acquaintance avec le leader de l'autre partie de la mouvance présidentielle et qu'il me fait peut-être des promesses, ou bien peut-être il y a des coordonnateurs d'arrondissement ou de communes, par exemple, avec qui je suis bien et qui me promettent, par exemple, de mieux me positionner, alors je vais alors rejoindre l'autre camp. Une chose est sûre, avant même de pouvoir rejoindre l'autre camp, c'est sûr qu'il y a eu des discussions déjà avec l'autre parti. Donc la personne, le leader par exemple, ne peut pas décider unilatéralement par exemple de pouvoir rejoindre l'autre bloc sans ne pas avoir le son de cloche du parti en face. Ça veut dire que le parti en face lui a donné normalement un quitus qui puisse lui permettre quand même de pouvoir les rejoindre. Et donc, je pense que ce mot d'ordre donné par l'UPR vient mettre fin à tout un désordre qui s'observe et qui fragilise en réalité les grands ensembles de la mouvance présidentielle. Ça les fragilise. Parce qu'une chose est sûre, lorsque vous êtes dans cette guerre, cela dénote en réalité qu'au sein même des partis, il y a des guerres de leadership par exemple, qui n'arrangent pas à réaliser la mouvance présidentielle alors que nous tendons vers une élection. Et quand cette guerre de leadership ne les arrange pas, l'autre camp, c'est-à-dire le camp adverse, peut en profiter pour dire que voilà, entre eux, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, du coup, nous allons mieux surfer sur les failles pour pouvoir nous repositionner dans une zone donnée. Ou bien, une chose est sûre, ce n'est pas toutes les circonscriptions électorales qui sont concernées, ce n'est pas toutes les communes, ce n'est pas tous les arrondissements qui sont concernés. Et donc, il faille quand même voir là où il faut régler le problème. Mis à part cette décision, il faut régler le problème dans le fond. Voilà, Oumar Adéandou, est-ce que cette décision vient traduire une tension entre les deux parties de la mouvance? Bon, une tension, je ne saurais le dire tout de suite, mais ça vient au moins traduire peut-être le fait qu'ils se sont vus entre eux pour limiter les dégâts. Parce que c'était les dégâts que ça allait créer au sein de la mouvance présidentielle. Donc s'ils s'entendent pour limiter les dégâts, c'est pas mal du tout pour eux, hein, parce qu'ils devront aller devant la population unis quand même. Si vous dites que non, nous soutenons tous les actions du président de la République et que vous venez diviser malgré que vous... Donc, ça aussi, ça sera mal perçu par la population. C'est déjà très bien qu'ils puissent, à un certain moment, savoir que non, à cette étape-là, il faut faire très attention. Ce n'est pas la peine de montrer de l'incohérence aux populations, alors que nous marchons tous dans la même vision. Ça, c'est une première chose. Maintenant, par rapport à ce que Marc disait tout à l'heure, oui, des guerres de leadership au sein d'une même formation politique, moi, je dis que c'est de l'ordre normal des choses. C'est même l'expression de la démocratie au sein donc, des partis politiques. Oui, parce que la démocratie, c'est là-bas que ça commence. Les petites nuances de vision, les petites différences comment on appelle, de perception qu'on a, donc malgré qu'on soit de la même direction, ça aussi, on doit pouvoir l'exprimer au sein d'un parti politique. Même des nuances sur les personnalités, c'est ça aussi l'expression de la démocratie. Il ne faut pas dire non, telle personne, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je préfère telle autre personne. Parce que c'est ça aussi. Ça, c'est normal. Mais on ne peut pas, à cause de ça, décider comme ça, parce qu'on a un mandat, parce que tout simplement, il y a une grosse partie de la population dans notre localité qui est derrière nous. On change comme ça du jour au lendemain de couleur politique. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est la même chose que je l'ai répété. On ne prend pas les populations
au sérieux. On ne respecte pas la population. Et c'est là où je dis, le confrère, par exemple, qui a fait l'article, je crois que c'est Fraternité, il fait très bien de proposer, par exemple, est-ce que les mandats électifs là, ne devraient pas appartenir finalement aux partis politiques plutôt qu'à des individus? Est-ce qu'il ne faut pas corser à ce niveau, au niveau de nos tests, pour que le mandat, même si c'est Marc Goudianou qui est élu, on est d'accord, il est élu, il va à l'Assemblée nationale, mais le jour Marco décide de quitter le parti blanc-noir pour le parti rouge et vert, mais immédiatement, il laisse le mandat au parti blanc-noir d'abord. Et maintenant, il va se refaire là-bas. S'il il est aussi fort comme vous le dites, parce que vous dites que pour positionner quelquefois les gens au niveau donc pour les élections, on va dire, locales, on regarde celui qui a comment on appelle, qui a du poids là-bas, qui peut drainer du monde. On est d'accord? Déjà, moi, cet argument, ça m'énerve un tout petit peu. Mais bon, c'est nos réalités. On est obligé de l'accepter comme ça. Pourquoi ça m'énerve? Parce que ça ne corrige pas ce que nous voulons. Des hommes forts. Mais c'est la réalité. Ouais, mais c'est ça aussi la réalité. Des hommes qui sont un peu trop forts par rapport aux institutions que sont finalement les partis politiques. Mais justement, et ça, moi, ça me dérange un il y a plusieurs exemples. Il y a Moussou, malgré la vieille, il y a Yes. Il y a Ngwedji, malgré la vieille, Yes. Et du coup, c'est notre réalité, c'est propre à nous. Oui. C'est notre manière de faire de la politique. Oui, je dis oui, ça me gêne. Mais j'accepte que c'est comme ça. Je ne peux... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'accepte que ce soit comme ça. Parce que, bon, c'est nos réalités, c'est ce que nous comprenons pour le moment. Mais moi, personnellement, je ne peux pas voter pour quelqu'un sans comprendre ce pourquoi il se bat. C'est pas parce qu'il sourit très bien, c'est pas parce que... C'est l'autre argument, j'ai du mal même à le dire parce que c'est pas très joli. On connaît les conséquences que ça dans les autres pays. C'est pas parce que c'est mon sang. Les gens disent ça au Bénin, il y a quelques années en arrière. Moi, je connais de très grands journalistes qui sont devenus aujourd'hui hommes politiques qui disaient, oui, le Béninois vote le sang. C'est quoi cette histoire-là? Le Béninois vote le sang, ça a du sens, ça. À quoi est-ce que ça va nous conduire quand on va commencer à parler de sang? On sait ce que ça a causé dans des pays comme le Rwanda et autres. C'est malheureux. Moi, je dis, il faudrait qu'on ait des partis qui soient au-dessus des hommes, au-dessus des individus, que les tests soient véritablement respectés et que peut-être même de temps en temps qu'on ait des sanctions qui viennent de comment on appelle, de tout ce que nous avons établi comme règle, de nos tests, de la charte des partis politiques, du code électoral, de toutes ces choses-là, qu'il y ait des sanctions qui soient prévues contre ces gens de personnes-là. C'est essentiel. Et je disais tout à l'heure que j'étais d'accord avec le confrère quand il proposait, par exemple, que le mandat appartienne désormais aux partis politiques plutôt qu'à des individus. Moi, je pense que ça va permettre de régler ce problème-là. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître peut-être pas très démocratique, je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne solution aussi pour éviter que des gens ne deviennent trop forts dans le pays, au-dessus donc de leur formation politique. Marc, nous la même question pour vous. Pensez-vous que c'est un signe de tension entre les deux partis? Parce que j'estime que si c'est une décision qui prise ensemble entre les deux partis, l'autre parti qui est le BR doit également en parler. Donc aujourd'hui, que ce soit l'UPR qui prenne cette décision, est-ce que cela ne dénote pas d'un conflit ou d'une tension entre les deux grands partis de la mouvance présidentielle? En réalité, depuis la création des deux grands ensembles, il y a toujours eu des rivalités entre eux. Des rivalités entre les leaders politiques qui représentent ces différents partis, il y en a toujours eu. Et c'est d'abord ça, qui se transparaît à travers, par exemple, ce à quoi nous assistons, par exemple, au niveau de certains élus ou au niveau de certains leaders politiques. Parce que lorsqu'on le dit, par exemple, je pense que la décision n'impacte pas les militants. Les militants peuvent aller adhérer. D'accord, un militant BR, ils peuvent aller adhérer à l'UPR. La nôtre le signifie d'ailleurs. Exactement. Et donc, ça concerne le les BR. élus. Voilà, ça concerne beaucoup plus les élus locaux et puis quelques leaders vraiment de cette formation politique. Mais, vous savez, tel qu'on a dit, on ne peut pas tout changer d'un coup. Parce que, sociologiquement, les partis politiques ont une identité qui n'est pas commune à tous les autres partis, par exemple, du monde, d'accord, des grandes puissances, par exemple. Nous, la réalité ici, elle est tellement différente.
Ou par exemple, lorsque vous allez dans un tchaourou, par exemple, et que vous demandez, par exemple, vous amenez n'importe quel parti, là, vous demandez de voter, les gens ne votent pas pour le parti d'abord. Ils votent d'abord pour l'individu, avant de voter pour le parti. Ça veut dire que c'est l'individu qui porte le parti, et à travers l'individu, les gens votent pour le parti. Et ça a été toujours le cas. Toujours le cas depuis très longtemps. La seule différence est que c'est une seule fois que j'ai pu assister à cela, et je l'ai constaté avec le Parti Les Démocrates. Pourquoi? Parce que lors des élections législatives passées, on a mis des gens à la tête des partis démocrates au niveau des circonscriptions électorales, mais ce sont des députés ou des leaders, peut-être des militants des partis, que les populations ne connaissent pas. Et ils ont voté juste parce qu'ils étaient en opposition, par exemple, au régime en place, et ils veulent exprimer cela à travers leur vote. Ce qui fait que la majorité, par exemple, la plupart des députés, des démocrates, par exemple, il y a beaucoup, par exemple, qui n'étaient pas du tout contenus dans le milieu politique. C'est seulement après avoir pu parvenir à être élu député qu'on a pu constater que celui-ci était très actif dans le parti, tel était très actif. Il y en a même qui n'étaient pas du tout même actifs. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'ai pu constater, par exemple, ce qu'on est en train de réclamer, par exemple, où parfois, c'est normalement les partis qui doivent porter beaucoup plus les candidatures et non les individus pris. Maintenant, lorsque j'en reviens à la question de pouvoir mettre en place, par exemple, des candidatures, par exemple, où lorsque l'individu, par exemple, arrive à ne pas, à dire qu'il veut quitter le parti, et qu'il serait dans l'incapacité de pouvoir le faire parce que c'est le parti qui va détenir le mandat. Généralement, en Afrique, en prenant l'Afrique francophone, les cas n'existent pas. Des cas du genre n'existent pas. Et donc, si le Bénin doit faire école, en se basant également sur nos réalités sociopolitiques, c'est presque impossible. Ça, c'est-à-dire qu'on voudra vraiment le mettre en place, mais on aura tellement de difficultés, les partis auront tellement de difficultés qu'ils seront obligés de pouvoir laisser ça de côté. Le seul parti qui arrive à expérimenter cela peut-être en Afrique, c'est en Afrique du Sud. Où lorsque vous quittez par exemple le parti, par exemple, votre voix, d'accord, revient directement, le parti le garde et l'attribue à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est en Afrique du Sud que j'ai pu observer peut-être ce seul cas de figure. Mais dans les autres pays de l'Afrique francophone, et en général, par exemple, même lorsque vous prenez les États-Unis, par exemple, le mandat est détenu par l'individu et non par le parti. C'est bien que le parti joue un rôle principal dans l'accompagnement, dans la gestion. Et c'est pourquoi j'en reviens à ce qu'il faut mettre en réalité des tests qui puissent quand même encadrer la façon dont les mutations doivent être faites, pour pouvoir quand même permettre aux partis de garder toujours leur hégémonie, de pouvoir leur permettre de pouvoir bien évoluer, de bien se développer. Sinon, toutes ces, en tout cas, défections au niveau des partis, par exemple, une chose est sûre, ça fragilise. Ça fragilise et ça n'arrange aucun parti, que ce soit le BR, que l'UPR, ça ne les arrange pas parce que nous allons vers des élections générales aujourd'hui où l'enjeu est très déterminant et il va falloir quand même jouer sur les détails. Peut-on y voir une stratégie électorale? Une stratégie électorale, oui, ça c'est sûr. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est réellement remettre la stratégie en place pour éviter de donner une mauvaise image finalement aux populations. Parce que les conséquences, ce n'est pas seulement pour l'UPR ou bien pour le BR, c'est pour toute la mouvance présidentielle. On va les voir comme des gens qui sont juste là pour leurs propres intérêts, qui vont au gré du vent, au gré donc de leurs intérêts. C'est de la stratégie, ça c'est une évidence. Est-ce que cette décision peut influencer les stratégies d'alliance à venir? Oui, ça va forcément influencer, peut-être. Oui, puisqu'il y a un des partis qui dit désormais, voilà, on ne veut plus tel. Oui, ça va forcément influencer. Influencer peut-être positivement, influencer peut-être négativement, mais ça aura forcément une influence. Peut-être que ça va rendre les deux partis vont être un peu plus solidaires qu'avant, ou bien, voilà, finalement. En tout cas, ça aura forcément une influence. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein de la campagne électorale, en plein dans la pré-campagne électorale. Permettez que je dise une chose par rapport à ce que Marc a dit, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Oui, très rapidement. On a parlé des hommes forts. On a dit que c'est comme ça chez nous désormais. Ok, c'est même pas désormais, ça a toujours été comme ça chez nous. C'est des individus qui vont et que les populations connaissent, c'est pour eux qu'ils votent. Mais on connaît les conséquences. On connaît les conséquences de telles pratiques. Et vous savez, les pratiques qu'on a sur le plan politique ont des conséquences également dans la gouvernance de nos pays. Souvenez-vous des individus capables à eux seuls de bloquer l'Assemblée nationale
d'empêcher l'exécutif en place de faire quoi que ce soit. Un seul individu, parce que capable de mobiliser du monde dans la localité, ou bien même peut-être dans l'arrière-cour de son grand-père. Rien que pour ça, il en est capable. Vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Regardez les pratiques politiques, quelles conséquences ça suit par exemple la gouvernance chez eux. Regardez leur économie, regardez la maturité de la population, regardez comment est-ce que les gens évoluent là-bas. C'est ça aussi, il faut commencer quelque part. Ce n'est pas parce que la majorité, tout le monde voit que non, c'est ça que nous allons faire, que c'est la vérité. Non. La vérité doit toujours triompher. Le bon doit prendre le dessus sur ce qui est mauvais. Même si, pour le moment, c'est le mauvais que nous considérons comme quelque chose de bien chez nous. Non, c'est pas bien. Comment un individu, à lui tout seul, va bloquer, voilà, par des mauvaises pratiques, on gêne finalement la gouvernance. Ça a des conséquences, oui. Les conséquences aussi, c'est la dislocation des partis politiques. Je vais vous expliquer. On parle de partis à envergure nationale. C'est ce qu'on veut avoir. Quand ces gens de transhumance-là interviennent, vous pensez que ces partis-là vont toujours avoir cette envergure dont on parle? Ça va disloquer les partis. Moi, je suis un peu remonté. Pourquoi? Parce que je sais que c'est comme ça chez nous. Et il y a des gens qui vont défendre ça encore. Oui, il y a des gens qui iront dire non, c'est ça, oui, c'est moi, c'est nous, c'est chez nous. Non, ça n'a pas de sens. Élevons-nous un tout petit peu aujourd'hui pour pouvoir construire le Bénin qu'on veut là. On veut un Bénin moderne, on veut un Bénin où qui peut rivaliser avec des grandes nations également. Et si on le veut, il faut commencer par la base. Il faut commencer par corriger ces petites choses-là. Ça, c'est pas mon avis. Pour finir sur le sujet, il faut dire que cette décision que l'UPR prend ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Et je le dis, ça résout le problème seulement à la surface. Mais dans le fond, le mal demeure. Il faut identifier les raisons qui poussent les autres à vouloir rejoindre l'autre côté. Il faut régler ces problèmes d'abord. Mais on connaît les raisons. C'est les intérêts personnels. Les problèmes au niveau des leaders politiques. Le problème au niveau des leaders politiques, il peut pas avoir de solution. Il faut également régler ces problèmes. Parfois, pour certains, ce n'est pas seulement les problèmes d'intérêt. Parfois, c'est vrai qu'il y a l'intérêt qui est en jeu. Mais je ne peux pas concevoir, par exemple, lorsqu'on prend le système du Bénin, par exemple, pour pouvoir régler le problème lié à l'identité des personnes qui détiennent la majorité dans une région donnée, c'est difficile. Même les partis de la mouvance aujourd'hui ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ça va créer problème. Eux-mêmes le savent. Je suis d'accord. Ils le savent. Maintenant, on ne peut pas le faire maintenant. Et donc, du coup, ne demandez pas, par exemple, à quelqu'un qui mobilise assez de militants à la base. D'accord? Parce que c'est ça, en réalité, le vrai travail. Et qu'à la fin, on décide, par exemple, parce qu'un leader politique du parti a beaucoup plus d'affinité avec le président du parti ou bien avec les grands leaders du parti, par exemple, on décide de le positionner là, à ma place. Si c'est moi, je ne vais jamais l'accepter. Et ça fait partie également des problèmes qui se posent au niveau de ces partis, peut-être au niveau des arrondissements, au niveau des communes, et qu'il faille régler. Donc c'est pourquoi je dis que la décision, en réalité, ne règle pas le problème. Le vrai problème va demeurer et il revient à chaque leader des grands ensembles, c'est-à-dire Abdoulaye Tchane, Joseph Diogbenou par exemple, d'aller au fond du problème pour aller mieux régler ces problèmes-là. S'il faut quand même faire des promesses à certains, s'il faut canaliser les envies de certains militants ou de certains leaders politiques en leur promettant peut-être d'autres choses, vous voyez que même, il arrive parfois même que, au lieu de vous donner par exemple la tête du parti, lors des positionnements, par exemple, on vous dit, bon, ok, on préfère mettre telle personne qui est là parce qu'on pense que lui va mieux assumer le rôle, alors que c'est vous qui allez faire tout le travail à la base. Mais néanmoins, pour vous récompenser, par exemple, on arrive à avoir des nominations de part et d'autre, juste pour pouvoir compenser ce vide-là. C'est une réalité qui est propre au Bénin. Et donc, j'invite surtout tous ces leaders des grands ensembles politiques de pouvoir mieux repenser, de pouvoir essayer de résoudre le problème dans le fond. Et cette décision qu'ils ont prise, en réalité, que l'on perçoit aujourd'hui, ne règle pas le problème totalement et qu'il faille quand même repenser. Nous avons fini avec le sujet Omar Aléandjou. Nous allons aborder un autre sujet et nous restons dans le registre politique. Élection de 2026, positionnement contre Port-de-Vin.
les responsables des partis invités à décourager les collaborateurs véreux. Voilà, finalement, vous me donnez finalement comment on appelle, la perche pour rester toujours dans la même verve que ce matin, quoi. C'est rien que des sujets qui me sortent vraiment de moi, quoi. Je vais vous expliquer. Moi, je dis, avant même d'aborder votre sujet, je proposerais vraiment, si il est impossible aujourd'hui au Bénin de changer les mentalités, qu'on change les hommes. Changeons les hommes, ça vous fait sourire. Comment est-ce qu'on change les hommes? On éduque nos enfants autrement. Pourquoi est-ce que certains principes qui sont des principes solides qui vont permettre au pays de se développer, pourquoi est-ce qu'on ne les enseigne pas très tôt dans nos écoles, à travers le civisme? Ça se fait dans d'autres pays. Regardez les gens quand ils prennent le pouvoir dans leur pays, ils sont tout puissants. J'ai pris l'exemple hier de la France sur lequel on a calqué mais complètement tout ce que nous faisons sur le plan politique chez nous. Mais la plupart des Béninois sont analphabètes. Oui, je suis d'accord. La plupart des Béninois sont analphabètes, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas instruire la personne. Il y a des gens très instruits dans nos langues. Oui, qui sont mais de grands intellectuels dans nos langues. Quand ils vous parlent, mais attendez, le fongbe, quand les gens parlent avec différentes intonations, quand vous écoutez quelquefois, mais vous êtes émerveillés, et c'est des gens, on ne peut pas leur dénier de l'intelligence, ceux-là. Non, ils sont intelligents également. C'est de bons intellectuels. C'est des gens qui peuvent comprendre, ils ont la capacité de comprendre les choses. Moi, je dis, essayons d'enseigner ça dans le civisme dès le départ. Regardez quand les gens prennent le pouvoir chez eux, malgré qu'on a calqué exactement tout sur eux. Mais le président, il sait qu'il est très fort. Mais il y a des choses qu'il ne fera jamais parce qu'il sait que l'opinion ne l'acceptera jamais aussi. Et c'est ce qui nous manque. Ça, c'est moi, mon avis. Éduquons peut-être nos enfants, faisons un peu plus de civisme, peut-être même au sein même des partis politiques, pour que, d'ailleurs même la charte des partis politiques l'a prévu. Il faut faire des formations pour les militants, pour les partisans, afin que les gens comprennent mieux ce que c'est que la politique, comprennent mieux ce que c'est que la gouvernance d'un pays. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, il faut peut-être attirer l'attention sur ça pour que, dès qu'ils seront en poste, dès qu'ils seront en responsabilité, ils sachent que, attention, ce n'est pas bon pour le pays d'agir de telle ou telle manière. Ça, c'est la première des choses. Carole, vous soulevez encore un autre problème qui me cœure depuis plusieurs années. Les pots de vin pour donc positionner les gens au sein des partis politiques. Ça aussi, c'est malheureux. Moi, je connais un politique de premier plan au Bénin ici. Je ne peux pas citer de nom. Dans un parti très réputé, je vous dis, regardez légèrement vers Porte-Nouveau. Dans un parti, mais... Et ces messieurs, ils se sont battus depuis très jeunes. Ils se battent tous les jours pour ce parti-là. Et au moment de positionner les gens sur la liste électorale, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de prendre ceux qui ont, comme on appelle, les moyens financiers. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux-là qu'on prend. Il peut être parachuté, mais peut-être même de la France vers le Bénin, parachuté du Gabon vers le Bénin, de la Côte d'Ivoire vers le Bénin, rien que grâce à son poids financier. Et ça, je trouve ça malheureux. Parce que le juste retour d'ascenseur qu'on devait faire à tous ces jeunes-là qui ont milité au sein du parti, on ne le fait pas et ça crée des frustrés. Et c'est cela aussi qui conduit aussi à la transhumance dont nous parlons. C'est cela qui conduit à l'individualité dont nous parlons. Parce que c'est l'individualité qui conduit au fait que, voilà, un individu se dit, moi, c'est moi seul maintenant. Je ne veux plus parler avec quelqu'un. Moi seul, je vais faire. Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc, ces jeunes pratiques-là aussi, c'est des choses à interdire, à punir. Parce que même sur le plan de l'égalité sociale dont nous parlons, qu'est-ce qui va arriver, Carole? Quand vous décidez comme ça, que voilà, et c'est seulement ceux qui sont capables, comme Mac Goudianou, bien cravaté, avec un gilet mais de haut vol, il ne vous a pas raté ce matin. Qui vient avec son argent pour dire, écoutez, c'est vrai, ces jeunes-là, ces gars, ils ont travaillé, mais écoutez, il faut de l'argent, voilà l'argent, on va essayer. C'est des pots de vin. Les responsables des partis ne devraient pas accepter. Les coordonnateurs des partis également, il faudrait que les responsables des partis aient l'œil sur eux. Parce que ça peut avoir des conséquences également sur le parti. Ils vont choisir des gens qui n'ont aucune assise dans comment on appelle, dans les localités. Pourquoi le phénomène persiste malgré les appels à la transparence et à la justice? Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs conséquences. La plupart de nos partis politiques, si on met de côté peut-être le bloc républicain, l'UPR et peut-être aussi les démocrates, quand vous regardez très bien, c'est les individus qui portent les partis. Ils mettent leur propre bien au service donc, du parti. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. À partir de ce moment, c'est bien compliqué.
vous ne participez pas, vous n'avez pas la parole. C'est ce que le tout-puissant chef aura décidé que vous allez accepter, que vous allez subir. C'est là où il faut attirer l'attention aussi de ces responsables-là pour dire oui, c'est vrai, c'est comme ça aujourd'hui, mais essayons de voir, essayons d'arranger les choses pour l'avenir. Écoutons-les un tout petit peu. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi, c'est que peut-être on n'est pas suffisamment vigilant par rapport aux collaborateurs qu'on choisit aussi. Parce que vous êtes responsable de partis politiques, vous avez des coordonnateurs un peu partout dans le pays. Si vous n'avez pas l'œil vraiment sur eux, vous n'avez pas des garde-fous que vous mettez en place, peut-être même des stratégies pour mieux les surveiller. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il en fera sa tête là-bas aussi. Oui, il en fera sa tête là-bas aussi. Il va se dire l'homme tout puissant comment on appelle, de la région pour tel parti politique, c'est moi. Et il fera ce qu'il veut parce que c'est lui qui draine du monde, parce que c'est lui qui a l'oreille justement comment on appelle, du président du parti. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut peut-être corriger au sein des partis politiques. Et je reviens encore sur une dernière chose, former aussi les militants. Ces coordonnateurs-là, avant de les envoyer sur le terrain, avant de leur laisser la liberté de décider peut-être de qui ou qui il faut positionner sur la liste, il faut les appeler d'abord, leur faire des cours de civisme. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour le parti, c'est pour toute la République, c'est pour la gestion du pays plus tard. Parce que si jamais vous êtes élu, c'est vous qui allez être là-bas. Mais si vous partez là-bas avec vos idées un peu bizarres, avec des pratiques bizarres, qu'est-ce qui va se passer dans le pays? On va retourner à ce que nous étions il y a quelques années. Les mêmes pratiques, les mêmes mauvaises manières de faire, la corruption à n'en pas fini, parce que les pots de vin, c'est de la corruption. Et on connaît les conséquences de la corruption. Je pense que c'est un faux problème. Hein. C'est un faux problème. En réalité, ne parlons pas comme si nous ne sommes pas au Bénin où nous ne voyons pas la réalité en face. C'est presque impossible. C'est presque impossible parce que d'abord, nous avons un système politique qui est tellement gangréné, d'accord, par ce type de phénomène. Où déjà, on a vu, hein, même des élections présidentielles, où des positionnements ont été faits juste parce qu'on sent que la personne avait cette capacité financière de pouvoir servir le parti. Et donc, d'abord au niveau de nos dirigeants, au niveau même de ces leaders politiques, c'est d'abord eux le problème parce que c'est eux qui doivent donner l'exemple d'abord, avant que les autres ne suivent. Vous voyez au niveau, la plupart des cadres, par exemple, au niveau de nos administrations, généralement, qui sont mêlés à des malversations financières, à divers niveaux, par des cas de corruption et autres. Ce ne sont pas, la majorité, ce ne sont pas des jeunes. Ce sont des gens parfois qui sont pétris d'expérience, qui ont fait peut-être beaucoup de parcours politiques et qui ont des identités politiques. Mais cela ne les dédouane pas lorsqu'on arrive à les mettre, d'accord, au niveau des postes stratégiques, ils arrivent à détourner, à faire la corruption. Vous prenez au niveau des passations des marchés, on sait comment ça se passe. Le phénomène n'a jamais régressé. On sait comment ça se passe. Et qui sont ceux qui sont là, en réalité, qui demandent cette faveur-là, ou qui arrivent à obtenir ces faveurs? Soit ce sont des gens qui sont des leaders au sein des partis politiques, ou bien soit ils ont des parrains politiques. Et ce sont ces parrains politiques qui insistent à ce que le marché leur soit attribué. Et on sait comment ça se passe. Donc ça veut dire que déjà au niveau de la culture administrative généralement, il y a déjà cette mal-donne où la corruption règne. Où malgré toutes les luttes qu'on fait, malgré toutes les institutions qu'on met en place pour pouvoir quand même décourager cela évolue. Et n'oubliez pas, c'est la plupart de ces hommes-là que vous retrouvez toujours en politique, généralement. Puisqu'en politique également, on a besoin de cadres pour pouvoir donner une meilleure orientation au parti, pour pouvoir apporter le mindset au parti. Et donc, on fait appel souvent à ces cadres-là. Et parfois, ces jeunes se disent, ou certains militants parfois se disent, la meilleure chose que je peux faire, mis à part le militantisme à la base, qui me permet d'avoir assez de militants acquis à ma cause, qui puissent me permettre quand même de pouvoir avoir mon mot à dire lors des grands rassemblements des partis. L'autre chose, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Et on a compris que qui sont ceux qui prennent l'argent généralement? Ce sont les leaders au niveau parfois peut-être départemental, au niveau communal parfois, ou parfois même le chef du parti n'est même pas au courant. Oui.
où on fait des promesses, à l'autre, on lui dit, ouais, j'en ai déjà parlé. J'en connais, j'ai connu des cas comme ça pour les élections passées où il y a de ces leaders politiques-là, dans des zones données, qui ont fait la pluie et le beau temps, qui ont pris l'argent chez beaucoup, juste en leur promettant des positionnements. Des gens ont dépensé des millions, mais ils n'ont jamais eu de positionnement comme cela se doit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la personne qui a le dernier mot, ce n'est pas lui qui décide en réalité. Et donc, ça remet en cause tout ce qui est de la morale, d'accord, de l'éducation civique. Bon. Et aujourd'hui, avec la classe politique qu'on a aujourd'hui, c'est presque difficile d'enrayer le mal. Il faut pour nous, d'accord, il faut déjà pour nous, en tant qu'éclaireur, en tant qu'analyste, de pouvoir éveiller l'attention des uns et des autres à partir de la classe de la jeunesse qui veut aujourd'hui aspirer à la chose politique, de déjà comprendre que ça doit changer. Et si ça doit changer, c'est à partir des idées. C'est l'idéologie qui doit faire changer ce type de mentalité. Et aujourd'hui, quelle est l'idéologie qui est développée par les partis politiques aujourd'hui, qui permettent quand même de pouvoir décourager ce genre de phénomène? C'est à partir de là qu'on va commencer par avoir des jeunes politiques assez forts, assez technocrates, qui puissent quand même essayer d'avoir une base bien assise. Et c'est à partir du travail et de ce qu'ils vont apporter au parti qu'on va pouvoir les positionner. C'est-à-dire que ce sera au mérite, d'accord, et non par clientélisme, par favoritisme, parce qu'il est de ma famille, je le positionne. Il y en a, on a des cas plein dans les partis politiques. Parce qu'il est proche de telle famille, il est de telle famille, on le positionne là. Parce qu'il est belle-fille ou bien beau-fils de tel ou tel, on le positionne là. Non, parce qu'il s'est voué corps et âme au parti. Et quand c'est comme ça, les autres vont toujours être frustrés. Et donc ça revient d'abord aux partis politiques, qui sont les décideurs de l'arène politique, de pouvoir commencer par inculquer cela dans les types de formations qu'ils vont pouvoir faire pour les militants, pour que les militants commencent à comprendre. Et maintenant, au niveau des leaders politiques qui existent au niveau de ces partis, il faut quand même mettre un mécanisme en place pour pouvoir contrôler les positionnements. Il faut un mécanisme. Ça. Ce n'est pas le chef du parti seul qui décide sans des critères donnés, par exemple, de pouvoir positionner tel ou tel. On voit depuis un certain temps des pseudo-candidats qui viennent de l'extérieur, qui disent « je vais être candidat, j'appartiens à tel parti politique », alors qu'on ne les a jamais vus militer pour le parti. Au sein du parti. On ne les a jamais vus mouiller le maillot. Donc, ils viennent parce qu'ils comptent peut-être parce qu'ils viennent de l'extérieur, parce qu'ils ont un peu d'argent. La manne financière. Exactement, ils comptent sur ça pour être positionnés, parce qu'ils se disent que c'est comme ça se passe. Il faut qu'on décourage cela à l'avenir, pour qu'on puisse savoir que vraiment ceux qu'on mettra à la tête des partis politiques dans les arrondissements, dans les communes et au niveau de l'Assemblée puissent être vraiment des leaders qui mouillent vraiment le maillot, qui ont pu apporter leur pièce à l'édification du parti et qui méritent vraiment leur poste. Marc a bien parlé, mais c'est le début là, je ne suis pas d'accord. Le mot impossible, oui, le mot impossible que vous dites là, c'est impossible, c'est comme ça chez nous, c'est comme ça doit être, ça a toujours été comme ça chez nous. Ça, moi, je ne peux pas l'entendre. On ne peut pas l'enrayer par la magie. Moi, je dis, pour changer les choses, commençons déjà par nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses. Moi, à mon petit niveau déjà, je dénonce, je dis, c'est pas bien, c'est pas intéressant, c'est déjà un premier pas. À force de le dire comme ça, d'autres vont peut-être entendre et écouter à nouveau. Et pour finir, je vais dire, peut-être, je le dis et je le répète, peut-être qu'on a besoin d'un nouveau type de Béninois. Et ce nouveau type d'homme dont on a besoin pour le Bénin, il faut le créer par la base, par l'éducation. Le civisme dont je parlais, il faut qu'on mette certaines choses dedans. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va se faire. Les universités, comment on appelle, des partis politiques que les gens organisent chez eux là-bas, il faudrait qu'on prenne ça en compte et qu'on commence à créer ces choses-là aussi chez nous pour mieux éduquer les populations. Parce que vous avez dit une chose qui est tellement vraie et ça dit que c'est tellement réel, c'est la réalité chez nous aujourd'hui. C'est que vous prenez quelqu'un aujourd'hui, il est le coordonnateur du parti X. C'est lui qui a décidé que M. Magoudianou, du haut de sa manne financière, vient et dit « Ok, M. Goudianou, il n'y a pas de problème, donnez les 2 millions, nous on va vous positionner à tel endroit. » Marc est positionné au niveau du parti. Il finit, il devient conseiller communal. Vous êtes là. Donc il devient un cadre finalement influent du parti dans sa zone. On est là. Ces 2 millions, il ne les a pas oubliés. Il aurait pu peut-être vendre l'autre voiture
ajouter un peu d'argent et prendre une nouvelle voiture. Peut-être que c'est le programme qu'il avait fait au départ. Donc finalement, au niveau du parti maintenant, on appelle le parti, parce que ce sont les partis qui gèrent le pays, vous êtes d'accord avec moi. Et que à la présidentielle, par exemple, ce parti fait partie, par exemple, de la coalition qui a gagné la présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin de cadres pour diriger le pays. Même si on n'appelle pas Marc pour être ministre, on peut l'appeler peut-être pour dire, bon, écoutez, venez être peut-être directeur, puisqu'il est désormais un truc influent. Il ne va pas oublier ces 2 millions qu'il a dépensés l'autre fois. Il ne va pas oublier, Carole. Il ne va pas oublier, c'est de l'argent. Là, il conduit toujours la même vieille voiture, alors qu'il avait réservé les 2 millions pour vendre cette vieille voiture et compléter pour payer. Donc, la première idée qu'il aura, si c'était vous. Si c'était moi, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et si c'était vous? Moi, je ne donnerais même pas les 2 millions.